Bonjour à tous, bonjour aux hackers. Pour mon intervention que j'ai choisi d'avoir sur le thème l'intelligence artificielle et surtout les métiers que moi j'envoie en tout cas concrètement dans mon quotidien pour aujourd'hui et pour demain. J'avais prévu peut-être un quart d'heure, 20 minutes de speech de ma part sur comment je vois les choses et puis après laisser la place à des questions de l'audience dont je serais ravi de répondre. Et en particulier, je voulais aborder deux points. Le premier, c'est revenir quand même sur ce qui est vrai et pas vrai dans l'intelligence artificielle. Je pense que beaucoup d'entre vous le savez, il y a quand même un gros buzz autour de ça, mais il y a quand même, c'est une évolution technologique, c'est pas une révolution. En tout cas, de mon point de vue, j'expliquerai pourquoi. Et puis ensuite, les métiers justement qui en découlent et les cas d'usage, par exemple, qu'on traite chez Hager. Donc, je rappelle Hager, dont je suis le directeur du département data. Donc, en fait, dans ma fonction, je suis un centre de compétences au niveau du groupe qui apporte le soutien à l'ensemble des fonctions. Donc, on a un groupe d'équipements électriques et d'infrastructures d'énergie. Et donc, à la fois pour adresser le business avec des sujets d'intelligence artificielle et de data, tout comme les fonctions internes, puisqu'on a besoin d'intelligence artificielle dans les usines avec les programmes d'industrie 4.0, dans les fonctions support comme la finance et même maintenant comme les ressources humaines, on apporte justement une compétence transverse à l'ensemble du groupe. Voilà. Donc le premier point, je voulais revenir sur ces histoires de mythes et réalité parce que effectivement pour moi l'IA c'est une évolution technologique, c'est pas une révolution et j'aime bien prendre l'image personnelle de l'aviation comme comparaison, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne cherchera ou n'arrivera pas, ou en tout cas pas dans les 30 ou 40 années qui viennent, après je ne suis pas devin, mais à reproduire l'intelligence naturelle humaine telle qu'elle est, de la même façon que le vol artificiel des avions ne sait pas reproduire le vol naturel des oiseaux. Si vous vous remettez en contexte il y a 120 ans, les premiers essais, c'était des gens qui avaient des ailes volantes, qui essayaient de battre des ailes et ils se sont lamentablement plantés. Se sont venus derrière ça des développements où on a trouvé que finalement, ce qui était intéressant dans l'oiseau, c'était la portance. Et donc, on en est arrivé à ce qu'on connaît aujourd'hui l'aviation et les avions, c'est-à-dire une machine puissante avec des moteurs qu'il faut faire décoller sur un sparadrap de béton qui fait 3 km, dans lequel on envoie du kérosène qu'on est allé pomper à 4 km sous terre. Donc, si vous voulez, on est dans un paradigme génial, hein, puisque moi, je suis toujours effaré, et comme vous, j'imagine aussi, à chaque fois que je prends l'avion, cette capacité à être dans une machine qui accélère, qui décolle, qui monte à 10 km d'altitude et qui atterrit sur cette même bande de bitume 10 000 mètres plus loin, 10 000 km plus loin. Euh, donc ça, c'est fabuleux, sauf que, bah, effectivement, ça ne reproduit pas du tout ce que fait un oiseau au quotidien. Et l'intelligence artificielle, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a trouvé des usages particuliers, qui sont les évolutions de l'informatique, qui ont un champ d'exploitation fabuleux. Et ce champ augmente de jour en jour parce que les technos deviennent de plus en plus accessibles. Et donc, pour moi, c'est ça le mot-clé, c'est l'accessibilité de ces technos, pardon, par rapport à un côté révolutionnaire, qui fait qu'il y a des cas qui se reproduisent dans toutes les entreprises et on en parle beaucoup. Mais de la même façon que un vol artificiel, c'est une machine telle que j'ai décrite. L'intelligence telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ce sont des systèmes informatiques qui sont dans un paradigme qui est fait d'algorithmes, de données et de capacités de calcul. Voilà. Pourquoi? Parce que en même temps que Elon Musk envoie des robots sur Mars, on est au Moyen Âge des neurosciences. On ne sait toujours pas exactement comment le cerveau humain apprend, comment est-ce qu'un enfant de 12 mois sait marcher alors que ça fait 60 ans qu'on essaie de s'écharper à faire marcher un robot humanoïde comme il faut. Et donc, on bute, si vous voulez, sur des écueils techno qu'il faut qu'un système qui est fait justement de données, c'est bien pour Star Wars, c'est bien pour les films. Par contre, ça n'ira pas plus loin. Et un des auteurs qui était le fondateur d'iRobot, vous savez, des galettes aspirateurs, qui était professeur au MIT et qui a pris sa retraite récemment. Et une de ses dernières interviews, c'était d'expliquer qu'en tant que prof au MIT et fondateur de start-up, il a passé sa vie à essayer de convaincre les gens que la technologie allait permettre de faire ceci, cela, des galettes robots par exemple. Et puis, dès que dans les années 2010-2015, la machine marketing s'est emparée des sujets avec des applications comme Siri sur l'iPhone, et je détaillerai après plus tard, en fait, tout ça, ce n'est que de la puissance de calcul brut. Si vous voulez, tout ça s'est mélangé avec l'imaginaire des gens, avec ce qu'ils voient dans les films, et d'un seul coup, les gens se sont dit, voilà,
la science-fiction, c'était là, on était ici, je m'aperçois qu'on avance d'un pas et on se dit, ben, d'un seul coup, ça y est, on va très bientôt arriver à avoir des systèmes comme dans Star Wars. La vérité, c'est que non, il y a encore des vrais sujets technologiques qu'on n'arrive pas à résoudre, comme les neurosciences par exemple, qui font qu'aujourd'hui, on va être pénalisé, ou en tout cas, on va rester dans le fait que l'intelligence artificielle, ce sont des systèmes qui mélangent des algorithmes, de la donnée et une capacité de calcul. Et je pense même que l'informatique quantique, pour ceux qui suivent un peu le sujet, ne va pas permettre d'aller au-delà de ce système-là. On aura des machines encore plus puissantes, mais on va rester de nouveau dans ce cercle un peu fermé de technologie, mais qui va permettre des choses magnifiques. L'aviation, l'avion qui décolle, ça a permis des tas d'usages entre le transport pour le tourisme, le transport de marchandises. Et de la même façon, ce paradigme-là qu'on a actuellement en informatique eh bien, permet historiquement d'avoir des machines, des ordinateurs. Et la nouveauté depuis 5 à 10 ans, et c'est ça la grosse évolution, c'est qu'on a réussi à redonner quelque part des yeux et des oreilles. Puisque si je fais le parallèle peut-être aussi avec l'humain, en tant qu'humain, on passe 95% de notre temps sensoriel à voir et à entendre. D'ailleurs, c'est pour ça que biologiquement, nous sommes des bipèdes avec un cou qui est très mobile. Et donc, de ce fait, nos yeux et nos oreilles sont mis beaucoup plus à contribution que, par exemple, notre toucher, notre goût et notre odorat. Et ça, aujourd'hui, on réussit à quasiment bien les modéliser ou avoir des machines qui réussissent à voir et à entendre. Pas comme un humain, mais en tout cas, on s'approche de performances assez équivalentes. Et si vous voulez, ce qui se passe, c'est comme si d'un seul coup, on donne à ces machines des capacités à voir et à entendre, comme si on avait une planète de gens aveugles et sourds à qui on a donné d'un seul coup les capacités à voir et à entendre. Et c'est ça, si vous voulez, qui est un peu l'évolution fabuleuse, mais encore une fois, pas une révolution dans laquelle le terreau d'intelligence artificielle prospère. Voilà, donc je voulais, si vous voulez, reposer un peu ce débat-là. Alors, je suis persuadé qu'il y a plein de gens parmi les hackers et parmi les étudiants qui savent ça et qui ont les a expliqués. Mais pour autant, je pense que c'est toujours important d'arriver en clé de lecture quand on lit la presse et quand on voit les annonces qui sont faites, à essayer de trier ce qui est vrai de ce qui n'est pas. Donc ça, c'était mon premier point. Ensuite, par rapport à ça, eh ben donc on a des métiers et des compétences qui exploitent ce champ de données, d'algorithmes et de capacités de calcul dans des départements comme celui dont je m'occupe chez Hager, qui visent justement à exploiter cette capacité dans différents cas d'usage. Alors, avant de parler peut-être des cas qu'on a chez Hager, je voulais peut-être parler des métiers, puisque j'ai choisi de parler de ce qu'on a comme métier aujourd'hui et demain. Je vais peut-être d'abord faire un retour en arrière sur le métier d'hier, c'est-à-dire d'il y a 5 à 10 ans, et de parler du data scientist. Ça, c'est le métier, le mot fourre-tout, qui en fait était vu par les entreprises il y a 5 ou 10 ans, un peu le magicien, celui qu'on essaie d'engager pour faire parler les données, pour essayer de trouver des corrélations qu'on n'aurait pas forcément vues. Alors, il y a un exemple célèbre là-dessus que je vous encourage à regarder aussi sur Internet si vous ne connaissez pas. C'est une chaîne américaine de supermarchés qui un jour donne à un cabinet de statistiques l'analyse de son jeu de données et ils s'aperçoivent d'un seul coup que les gens qui souvent achètent de la bière achètent aussi des couches. Alors, on pouvait s'attendre à des corrélations bière-cacahuète, mais pas à des corrélations bière-couche. Et ils ont un peu investigué, ils se sont aperçus qu'il y avait une sous-population de gens, les papas de jeunes couples, qui descendaient acheter le soir à 21h au supermarché ce qu'il fallait pour le petit, et en même temps, ils en profitaient pour prendre ce qu'il fallait pour leur soirée. Et de là, les magasins se sont dit, tiens, il y a une micro-cible qui est ce papa-là, ce jeune papa qui vient pour faire ce marché-là, et donc on va voir si on peut en même temps lui positionner des gâteaux différents produits autour, par exemple des cacahuètes aussi, pour aller avec la bière, et se dire, tiens, peut-être que finalement, un panier couche pour bébé, bière et cacahuètes, ça peut marcher. Voilà, donc c'est ça ce que j'appelle le data scientist et un peu ce qu'on attendait de ce genre de personne à l'époque, c'est cette personne, cet homme ou cette femme qu'on va engager pour faire parler les données. La vérité, c'est que ce cas-là, c'est arrivé peut-être dans 1% des cas, parce que globalement, les corrélations qu'on trouve, elles sont assez standards. Les corrélations qu'on cherche aujourd'hui chez Hager, par exemple, on a l'intuition du résultat qu'on va trouver. Un exemple rapide, c'est une usine chez nous qui fabrique du cheminement de câbles. Donc, comme je l'ai dit, Hager, on fabrique des équipements d'énergie pour la gestion d'énergie à domicile, des tableaux électriques, et on fait également, vous savez, des goulottes plastiques
qui vont connecter ces équipements. Bon, la technologie pour faire ça, c'est un peu comme une machine à churros, si vous voulez. Vous introduisez des bulles de plastique que vous faites fondre, et puis ensuite, cette bulle de plastique fondu s'étire et vous coupez comme des churros votre goulotte au kilomètre. Bon, on avait l'intuition que pour améliorer notre process et éviter que parfois ce plastique qui sortait faisait des trous comme dans des gruyères, il fallait regarder la vitesse d'introduction ou la vitesse de sortie plutôt de la bulle, la vitesse de fonctionnement du mécanisme, et ainsi que la température de chauffe des bulles. Et effectivement, la grosse corrélation dans ce genre de process, c'est la température de chauffe et la vitesse de sortie, qui fait que la bonne optimisation permet d'avoir une sortie de produit qui soit acceptable. Sauf ce qu'on a trouvé également à ce titre-là, c'est que la température de l'usine influait beaucoup et que la qualité de la goulotte qui sortait n'était pas la même en hiver quand il faisait froid et humide que l'été lorsqu'il faisait chaud et sec. Et donc maintenant, on travaille sur la paramétrisation de ces systèmes-là en prenant en compte ces 3 paramètres en particulier. Donc c'est l'exemple que je voulais donner. La data science, qui était un peu le mot fourre-tout d'il y a 5 à 10 ans, où on essayait de trouver par magie certaines corrélations. Et ce que j'explique là, c'est que principalement chez nous, on a l'intuition du résultat, on a juste l'assurance que ce qu'on intuitait était juste, et parfois on trouve des paramètres un peu connexes, comme celui que je viens de vous donner, d'hygrométrie, qui permet ensuite de jouer avec ça. Voilà, donc, et ça, c'était quelque part ce qu'on demandait à ces gens-là de faire. Aujourd'hui, le métier, en 2020, il s'est très spécialisé. On n'a plus, en tout cas chez Hager, besoin de data scientists. Pourquoi? Parce que entre-temps, la partie algorithmie s'est très développée et il faut être très clair, c'est une course à l'innovation et aux capitaux entre 2 grands pays que sont les États-Unis et la Chine, dans laquelle l'Europe, malheureusement, joue très peu, à part quelques sociétés emblématiques, et je vais citer Criteo en France, par exemple, qui ont les capacités vraiment de se payer une équipe d'algorithmiciens qui va vraiment travailler sur les formules algorithmiques. Donc, quand vous voyez parfois des interviews à la télévision avec des tableaux noirs et des formules, des intégrales derrière le tableau, c'est ce genre de laboratoire aujourd'hui chez les très grands qui travaillent sur ce genre de choses. Nous, aujourd'hui, chez Hager, on n'a pas de tableau avec des formules, on a plutôt des carrés et des flèches parce qu'on va appliquer l'algorithmie qui vient de ces gens-là et qui est aujourd'hui principalement disponible en open source. Soit en prenant ces briques open source qui viennent de ces grands, de ces GAFA, qui ne font pas leur modèle économique sur la vente de la technologie et donc la donnent à disposition à la communauté, soit en prenant des briques sur étagère qui sont faites par les grands fournisseurs. Donc là, je vais citer Microsoft, Amazon, par exemple, qui, eux, pour le coup, vendent la technologie sous forme de portail. Et c'est ces briques-là qu'on va prendre et qu'on va assembler pour des applications dans l'industrie 4.0. Donc, par exemple, en termes de reconnaissance visuelle de pièces, on développe chez nous un système automatisé qui détecte automatiquement une pièce défaillante sur une machine, et en prenant la photo de la pièce, l'opérateur sait identifier rapidement dans quel cabinet elle est à chercher. Bon, il y a 3 ans, on avait envisagé de développer cette technologie par nous-mêmes. Il y a 2 ans, on a choisi de prendre une brique sur étagère du portail d'un de ces 3 grands fournisseurs que je viens de vous nommer. Cette année, on décide de prendre une technologie open source et de refaire nous-mêmes ce système-là de façon à mieux industrialiser, parce qu'on est mieux maître chez soi et on maîtrise mieux le futur d'une technologie comme ça, d'une application comme ça, pour les 5 prochaines années. Donc finalement, on n'est plus dans le data scientist, on est dans on va parler de machine learning engineer, on va parler d'AI engineer, donc quelqu'un qui a la capacité à prendre des briques sur étagère, disponibles à différents endroits, et d'en faire un mécano avec une fiabilisation, une robustesse de son code et de ce qu'il a collecté, et puis l'intégrer dans un process d'entreprise, puisque tout ça, finalement, si on va aller au-delà simplement du POC, de l'essai, il faut le rentrer dans des sociétés comme nous, dans un process industriel ou une logique culturelle établie, et il faut pouvoir adopter ces comportements-là. Donc, c'est pas seulement, encore une fois, le savant fou qui est au tableau, qui cherche des corrélations, qui écrit des formules, c'est plutôt la personne pragmatique qui a une bonne connaissance du métier et qui va aller chercher ces briques-là. Voilà. Et à côté de ça, on a le data analyst, d'accord, donc data scientist, data analyst, qui là sont des personnes présentes un peu partout dans l'entreprise, dans toutes les fonctions d'ailleurs, hein, vente et marketing, industrie là encore, et qui eux vont être dans l'interprétation des données que l'on sort. Voilà. Donc si vous voulez, c'est ça pour moi la grande évolution, c'est
On n'a pas besoin, dans des sociétés comme les nôtres, de scientifiques, de scientists au sens propre. Pour moi, c'est une population qui est vraiment maintenant dans les très grands laboratoires, qui ont les moyens de se payer ce genre de profil et de faire de la recherche fondamentale, ou bien des gens qui ont tellement de données à disposition qu'ils peuvent maintenant passer dans un raffinage à l'extrême d'algorithmes. Mais pour le reste, aujourd'hui, on a assez de briques technologiques disponibles sur le marché, et puis de plus en plus de gens tels que ceux, comme une partie des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sortent disponibles et entraînés à ces briques-là. Et c'est ce genre de population que l'on veut attirer, avec une compétence en particulier et une appétence industrielle sur le métier qui va être de plus en plus forte. Voilà. Un autre type de profil qui n'est pas du tout technique, dont on a besoin chez nous, c'est, dans mon département en tout cas, c'est des gens qui aident à l'acculturation de la donnée. Pour reprendre une autre image, ce que j'aime bien expliquer, c'est que la digitalisation aujourd'hui, puisque AI est égal algorithme égale data, égale digitalisation, la digitalisation aujourd'hui nécessite que chaque collaborateur d'entreprise ait une culture minimum de la donnée, tout comme dans les années 80, c'est quand j'étais moi encore tout petit à l'école, la globalisation, hein, la circulation des biens, des personnes, c'est pas un phénomène qui a toujours existé, ça a démarré dans les années 80, a impliqué que tout le monde se mette à parler anglais. Avant les années 80, un ingénieur pouvait très bien faire une carrière d'entreprise sans parler anglais. Après les années 80, cette circulation a fait que c'était plus seulement une compétence clé du département vente-export, il fallait que tout le monde s'y mette. Et ben de la même manière, aujourd'hui, la digitalisation fait que c'est pas seulement un truc du département engineering ou informatique, il faut que chacun dans l'entreprise s'approprie cette culture de la donnée de façon à avoir un socle culturel et technique minimum qui permette au moins de pouvoir dialoguer sur ces sujets-là, et idéalement de pouvoir être chacun data analyst et pouvoir interpréter ces données, les mettre sous forme de rapport de manière à communiquer avec. Voilà, ça c'était la partie intervention que je voulais faire sur, de nouveau, hein, l'enfume de l'AI, pour reprendre un mot très direct que certains veulent nous faire passer. Et puis deuxièmement, chez Hager, ce qu'on fait en termes de métier et de profil. Et peut-être juste en 2 minutes pour continuer et conclure avant de prendre des questions. Je vous ai cité 2 cas concrets d'industrie 4.0 qui étaient la partie reconnaissance visuelle et puis la partie optimisation de process. On travaille chez nous sur... alors on a un très gros champ de vision, puisque ça, c'est une brique technologique c'est un champ technologique qui est assez développé avec beaucoup de compétences disponibles, en tout cas de plus en plus. Donc, on essaie vraiment de déployer la vision informatique dans l'ensemble de nos usines, dans pas mal de procédés. On a des projets de traitement du langage naturel. On travaille par exemple sur des systèmes de cotation automatisés qui vont automatiquement lire les demandes de devis. Donc l'électricien qui demande un devis pour rénover un stade de foot par exemple, eh bien, le système va lire automatiquement le texte et pouvoir proposer, ou en tout cas prémâcher le travail de cotation auprès de l'opérateur vendeur. On a aussi une grosse activité de configurateur de produits. Il faut savoir que de plus en plus, nos clients qui sont les architectes, qui sont les intégrateurs de systèmes, ont leur premier contact avec nos produits de façon virtuelle, c'est-à-dire lorsqu'ils l'intègrent dans un ensemble de plans plus globaux, ou bien font un mécano. Hein. Il faut savoir qu'une armoire d'hôpital, une armoire électrique, c'est un puzzle de 1500 pièces, et c'est pas quelque chose qu'on fait à la main. Et donc, on a des systèmes comme ça de configuration automatisée qui aident, et on met de plus en plus d'intelligence artificielle dans ce genre d'équipement. Voilà. Et un autre sujet très à la mode, c'est la cybersécurité. Là, comme en parlait votre interlocuteur précédent, on a également une équipe qui travaille sur la détection cyber en tout genre sur nos différents systèmes. Voilà. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions particulières qui sont posées. Je ne vois pas l'écran, en tout cas. Je ne suis pas sur le Twitch en même temps. Donc, je veux bien que vous m'aidiez ou m'orienter sur ce à quoi je peux contribuer à partir de maintenant. Oui, en fait, on faisait un petit teston pour voir si vous nous entendiez. D'accord, ça y est. Super. Et ben voilà. Donc, on va amorcer les questions, nous, avec Virginie. Alors, c'est pas très poli, mais on en avait. Alors, on voulait savoir, en fait, de façon pratico-pratique, comment vous mettez en place ces formations pour que tout le monde, dans toutes les strates des collaborateurs Hager, ait cette culture de la data dont vous parliez tout à l'heure.
Parce que c'est vrai que c'est quand même pas évident et que les niveaux doivent quand même être un peu différenciés. Absolument. Alors, on a une approche très pragmatique qui est communautaire et de faire discuter les gens pour qu'ils aient chacun d'abord une meilleure compétence et une meilleure compréhension de leur métier. La démocratisation de la donnée, l'acculturation, ces deux sujets, c'est la partie échange, connaissance entre les différents métiers. Et c'est vrai que de fait que nous sommes une entreprise de grande taille, on a forcément des silos organisationnels qui se créent, même si, comme tout le monde, on cherche à les faire sauter. Malgré tout, il y a quand même des strates et les gens, ils ont 24 heures dans une journée et ils ne la passent pas tous à échanger avec leurs voisins. Donc, on essaie de recréer des liens entre les gens de façon à ce que chacun explique son métier et voit à quel point il peut même impacter dans la création de ces données le maillon derrière. La personne, par exemple, qui va rentrer les données de dimension d'un produit, si elle a elle-même une définition différente de ce qu'est la longueur, à savoir est-ce que c'est la dimension la plus grande du produit ou est-ce que par définition c'est la longueur horizontale, et ben derrière ça, le configurateur de palette qui va envoyer tous les produits en Australie, il va perdre les pédales. Donc par exemple, faire dialoguer la personne qui rentre les informations de dimension de produit avec la personne de logistique qui fait les palettes, c'est important de manière à ce qu'ils dialoguent sur ce langage commun, alors, en l'occurrence là des données produits, sur ce genre de choses. Ça, c'est le premier volet. Donc, c'est un volet communautaire. Et j'ai une personne dans mon équipe qui est dédiée à cela, hein, qui passe sa journée justement à organiser ces communautés et faire rencontrer des gens. Et le deuxième volet, il est formation, il est académique. Et on crée des modules de formation de différents niveaux, selon qu'on veuille adresser l'ensemble de la population. Là, ça va être un vernis généraliste qu'on va donner en ligne sur des MOOC de 15 minutes qui sont disponibles sur notre intranet, jusqu'à des formations expertes où ça va être du codage Python ou R, ou le langage associé à cela, pour les équipes matheuses, on va dire, dans les départements qui en ont besoin. Et comment vous arrivez à jongler entre ce qui est pragmatisme, comme vous nous disiez, Mhm. le côté très très expert, à savoir, vous nous disiez, bon, on n'a plus besoin de data scientist, c'est plus complètement la jungle. Il y a des choses qui existent sur étagère, mais d'un autre côté, parmi toutes les données que l'entreprise a à sa disposition pour savoir lesquelles sont vraiment intéressantes à utiliser, est-ce que ça vient pas justement des collaborateurs qui vont exprimer leurs besoins en termes d'informations nécessaires? Comment est-ce qu'on arrive à combiner ces espèces de cubes sur étagère qui permettent d'aller les taper dans les lacs de données par rapport aux besoins un petit peu quotidiens et peut-être plus terre à terre des collaborateurs? Oui, alors là-dessus, on part toujours du besoin. Comme je vous l'ai expliqué, on n'investit pas d'argent dans ces recherches de corrélation. C'est pas notre métier, et c'est pas notre priorité. On part toujours du besoin exprimé, et c'est là où on a, je pense, aussi mûri en termes d'organisation, en travaillant sur ce concept de capacité. Alors je vais l'expliquer très simplement, c'est que les entreprises se reconfigurent au gré du bon vouloir organisationnel ou des modes. Donc un coup, par exemple, la gestion de produits va dépendre du département vente, de l'autre, elle va dépendre du département marketing. Pour autant, il y a un process, il y a une capacité, donc un process impondérable qui va toujours vivre, qui est la gestion, le cycle de vie d'un produit. Et donc, on a une personne chez nous qui va être responsable du cycle de vie d'un produit depuis la conception de ce produit jusqu'à l'introduction des données de ce produit dans les systèmes. Hein. Un produit, je rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, un produit physique, même comme un disjoncteur, c'est 40% du physique, 60% de l'immatériel entre son image 3D et sa documentation. Et donc, on a des gens qui sont en charge d'un process de bout en bout, et c'est ces gens-là aujourd'hui qui sont un peu nos donneurs d'ordre qu'on va voir régulièrement et qui nous aident ensuite à induire les outils dont ils vont avoir besoin. Et des outils dont ils vont avoir besoin, on va en déduire les jeux de données qui vont être intéressants. Voilà. Et pour rendre ça de plus en plus fluide, en parallèle, on met en place une infrastructure de lac de données, donc de data lake ou data hub ou marketplace, vous l'appelez comme vous voulez, qui vise ensuite à faciliter ce travail de mise en pratique du besoin qui nous est exprimé en allant chercher des jeux de données qui sont plus facilement accessibles via des plateformes
et ça, on le met en place aujourd'hui, hein, c'est tout récent, ça a à peu près 1 an, plutôt que d'aller taper à la porte de la personne au département finance et à la personne au département logistique pour récupérer les informations. C'est comme ça qu'on l'aborde aujourd'hui, si ça répond à votre question. Et par rapport à une entreprise plus petite que le groupe Hager et puis qui serait face à ces jeux de données non structurés, par où est-ce que vous lui conseilleriez de commencer? Toujours, alors pour le coup, vraiment avoir une stratégie claire de ce qu'elle veut atteindre. Trop souvent, encore, on vient nous voir en nous disant tiens, j'intuite un souci, tu peux peut-être m'aider sur ce point-là, j'en suis pas sûr, essaie de voir. Ça marche pas aujourd'hui. Et donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, qu'elle soit grosse ou petite, je pense que ce qui est important, c'est véritablement de passer du temps à saucissonner les problématiques qu'on veut adresser, et pas de savoir comment je veux augmenter mes ventes en essayant de vendre un pack de bière à un électricien, par exemple, hein, pour reprendre l'image que j'avais donnée tout à l'heure, mais plutôt de se dire, voilà, je travaille mes personas, donc c'est peut-être ça le mot-clé, je travaille donc ma typologie de clients, si je prends l'exemple vente et marketing, et je pose véritablement ce à quoi je veux aboutir en termes d'objectifs business ou en objectif métier avec cette problématique-là. Je pense que encore une fois, la data et l'AI, c'est une technologie mise à disposition pour répondre à un problème business. Il ne faut pas en entendre plus que ça. Ça devient de plus en plus accessible, c'est la bonne nouvelle, mais il ne faut surtout pas enlever ce besoin de base qui est de bien connaître son métier, quelle que soit la taille. Et ensuite, aller voir des cabinets de conseil qui font ça très bien, je pense. Si on n'a pas la capacité de recruter une équipe complète ou une personne pour faire ça, c'est d'aller voir ces gens-là, de peut-être commencer aussi à poser avec une personne responsable du vocabulaire commun. Donc, ce qu'on appelle en langage informatique le master data management, c'est le fait d'appeler, encore une fois, ma longueur de produit horizontale longueur, et à ce moment-là, on se met tous d'accord sur cette définition et on n'essaie pas d'appeler une autre dimension d'un autre mot, parce que sinon, tous les systèmes vont s'y perdre. Donc déjà, poser aussi ce vocabulaire commun, je pense que c'est clé. C'est fondamental, d'accord. On ne va pas l'avoir tout de suite de ce que je suis en train de raconter là, avec cette hypothèse, mais c'est un élément nécessaire qui fait que derrière, vous pouvez engager toutes les opérations data science que vous voulez, vous allez buter sur ce problème de définition de données et de langage commun d'entreprise. Oui, dans les faits, si on veut faire quelque chose de sexy avec ces données, il faut commencer par une phase qui est un petit peu moins fun. De vocabulaire. De vocabulaire, de rangement, de classement. Tout ce qu'on aime, en fait, c'est super. Ouais, voilà. Tous les jours, alors pour être très concret, hein, tous les jours, j'emploie chez Hager l'image de l'iceberg de la donnée pour décrire mon métier. C'est-à-dire que les entreprises, globalement, ont toutes plus ou moins les 3 mêmes objectifs. C'est faire du revenu, faire du chiffre d'affaires en plus, faire de la marge en plus. Donc en anglais, c'est optimiser la top line revenu et optimiser la bottom line, la marge, et puis être sustainable. Et la data sert 3 objectifs pour arriver à cela. Un, c'est le reporting, les dashboards, les tableaux de bord, comme vous voulez, de façon à prendre des décisions informées. Deuxièmement, l'automatisation. Utiliser le pouvoir de la machine pour optimiser le travail qui était fait précédemment de façon intuitive ou par des hommes. Et puis troisièmement, la monétisation. Alors chez nous, pas au sens Facebook parce qu'on ne vend pas nos données, mais on va travailler avec des constructeurs automobiles, par exemple, dans la définition de bornes de charge électrique pour leurs voitures. Donc on va partager des jeux de données stratégiques avec eux. Et là, il faut les présenter d'une certaine manière. Donc c'est le mot anglais monétisation qui sort. Mais ça, c'est que 20% d'H&N. Pour 1 heure passée à utiliser cette donnée dans cette configuration-là, il y a eu 4 heures préalables passées à mettre en forme la donnée, à la collecter correctement, à poser le vocabulaire commun, à la stocker convenablement, à la sécuriser convenablement et à la mettre à disposition dans des data hubs de façon à l'exploiter derrière. Voilà. Et d'ailleurs, mon équipe est organisée à peu près de cette façon-là, c'est-à-dire que en centrale, une dizaine de personnes, il y a 2 personnes qui sont dédiées à ces activités de data science et 8 personnes qui sont dédiées à aider le reste de l'entreprise à poser donc la gouvernance, c'est le mot savant qu'on emploie pour justement poser le cadre d'exécution de la donnée, à mesurer la qualité de données
présente dans chaque système de manière justement à grimper cet iceberg vers la surface qui est l'usage, et à chaque fois en peaufinant et en améliorant ce qui peut l'être. Ce matin, on avait avec nous en conférence et puis en interview un expert du design thinking. Et par rapport à nos participants au hackathon là, qui sont aujourd'hui en train de se confronter à la réalité du besoin client ou du besoin utilisateur, qu'est-ce que vous leur conseilleriez comme équilibre entre le fait d'aller au-devant des gens et d'interviewer des gens pour comprendre leurs besoins, et puis des informations sur ces besoins qui pourraient provenir des données ou de l'analyse de chiffres? Oui, alors, dans mon contexte, le design thinking, c'est véritablement l'adoption des systèmes pour les utilisateurs. Et ça, c'est une phase essentielle. Il n'y a rien de pire que d'avoir une super techno et on va la présenter et elle fait pchit parce qu'elle est complètement hors sujet, en tout cas en termes de perception, parce qu'elle n'est pas présentée de la manière dont la personne attendrait. Ou en tout cas, elle n'apporte pas de valeur. Donc, par rapport au design thinking, moi, ce que j'essaie de faire, c'est, quoi qu'il arrive, une phase de petit POC technologique pour montrer la capacité à faire. Et à chaque fois, faire un POC techno, et je reviens sur mon introduction, c'est est-ce que pour réaliser ce projet, j'ai les bonnes données à disposition? Est-ce que j'ai un algorithme disponible pas cher? Et est-ce que j'ai une capacité de calcul faisable? Donc, quand on est dans des environnements cloud, c'est facile. Quand on est dans des environnements d'usine, on n'a pas toujours une connexion Wi-Fi. Et donc, il faut réfléchir par deux fois à est-ce qu'on a un processeur embarquable ou pas et à un coût intéressant par rapport au cas d'usage. Donc, je commence toujours par cette phase de POC. Et une fois que le POC est concluant, c'est là où après, dans la phase d'industrialisation pour moi, donc passer à l'étape d'après, donc il y a le process, mais il y a aussi effectivement cette phase de design thinking où là après on va vraiment raffiner le concept. Donc je commencerai pas moi personnellement sur mes sujets qui me concernent par du design thinking. Je ferai d'abord un POC techno, mais rapidement après j'engagerai le design thinking. Le système de cotation automatisé par exemple dont je vous parlais qu'on a mis en place. Vous pensez bien que les gens nous attendent au tournant en se disant est-ce que c'est ce système qui va me piquer mon boulot ou pas? Et donc, la réponse est non, puisqu'on va focaliser les gens sur des travaux à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Mais vous comprenez bien qu'on a passé quand même beaucoup de temps, quasiment un an, à dialoguer avec eux, à poser les scénarios, à poser les écrans qui allaient vraiment correspondre à leurs besoins et à gamifier un peu aussi, de façon à ce qu'on était assuré que l'introduction d'un système comme ça allait être gagnante et allait apporter de la valeur. Voilà. Et on a fait ça après un POC de 2 mois sur la technologie, qui validait le fait que oui, on pouvait bien automatiser un traitement de devis de cette façon-là. Et est-ce que vous pouvez nous dire si le groupe Aguerre a une politique ou une stratégie d'open data? Est-ce qu'il y a des données que le groupe peut mettre à disposition Oui. de tout un chacun et à des participants de hackathon, par exemple? Oui, alors effectivement, c'est une bonne question. C'est un sujet qu'on a ouvert. Pour l'instant, on n'a pas de stratégie claire d'open data. Ça fait partie des sujets que j'ai sur mon bureau. On a vocation, bien évidemment, à offrir des jeux de données à la communauté. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore industrialisé ça. Donc, je vous promets qu'on va y travailler et que pour la prochaine édition, j'espère l'an prochain, en 2022, on aura des jeux d'open data à vous donner. Absolument. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on ne rentre pas dans cette logique parce qu'en même temps, voilà, c'est culturel. On est sur des technos assez avancés. Le domaine de la gestion d'énergie à domicile, avec l'arrivée de la voiture, c'est stratégique et c'est aussi un peu confidentiel. Donc, il faut trouver les jeux de données qu'on va pouvoir vous donner pour les prochaines fois. Ouais, et en tout cas, je prends bien note et je m'attendais bien évidemment à la question. Puis il y a des modèles mixtes, en fait, où ça peut être sur demande Oui. et avec certaines Oui. réglementations. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des plateformes maintenant d'open data. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. On a eu quelques questions, effectivement, sur le tweet, sur des stages possibles. Donc, vos collaborateurs ont tout de suite répondu. Hein. Très bien. Vous Alors, stage, recrutement, oui, n'hésitez pas à venir voir notre site web. On a une super page sur le site Welcome to the Jungle. Voilà, c'est celle-là qui est apparue brutalement dans le fil. Exactement, voilà. Donc, on a des postes magnifiques dans tous les domaines que je vais vous citer. Hein. Des systèmes de configuration en ligne, travailler sur la nouvelle génération, jusqu'à nous aider à poser des briques d'industrie 4.0, travailler sur nos données de vente. Voilà. Ailleurs, c'est un magnifique bac à sable en termes de complétude de métier. Et vraiment, je vous encourage à regarder ça. Tout à fait.